Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 7e étape du Tour de France du côté de Mur de Bretagne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On notera cette étape, bilan des Bleus, coureur au top, flop, et puis on terminera avec le Giro féminin. Une étape où les coureuses de la FDJ ont été un petit peu plus en avant. Et un petit peu plus visible que lors des jours précédents. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, et cliquez sur les miniatures, parce que plus vous cliquez vite, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Je remercie les gens qui font cet effort. On commence tout de suite avec cette étape numéro 7, Mur de Bretagne. Bon, je vous avais dit ce matin, je n'étais pas vraiment emballé par cette étape, je pense que ça s'était un petit peu vu, parce que Mur de Bretagne, ça m'a toujours ennuyé. Mur de Bretagne, le Mont Ventoux, c'est souvent des choses qui m'ont ennuyé et que j'ai jamais trouvé si exceptionnel que ça. Très clairement, Mur de Bretagne, ça vaut pas le mur de Huy, quoi. Il y a un moment, il faut dire la vérité, c'est sympa, mais sans plus, c'est pas un truc exceptionnel. Il y a d'autres bosses qui, je trouve, sont plus intéressantes. Bon, c'est marrant avec cette étape parce que elle se décompose en fait en deux parties pour moi. Il y a une première partie qui est très sympa, avec une grosse bagarre pour l'échapper, tu vois, où tu sens que il faut bagarrer. Et puis en fait le problème c'est que ce temps-là a duré trop longtemps et qu'ensuite Pogačar il s'est dit bon je vais contrôler la course, en même temps on va favoriser le travail, puisqu'en gros j'ai plus que 100 km, 120 km à contrôler. Et ouais, c'est vraiment un début de course très nerveux, très dense. Beaucoup de courants vont attaquer. Et puis après, il ne s'est pas passé grand chose jusqu'à 6 km de l'arrivée et la chute, en gros. Ensuite, les 300 derniers mètres. Je crois que c'est même peut-être la pire montée du Mur de Bretagne peut-être que j'ai vue. Parce qu'il s'est vraiment rien passé. Il n'y a même pas eu qu'il y ait un mec qui a essayé d'anticiper. C'est un peu triste, mais voilà, on a emmené sur un plateau quand même Pogačar. Et quand on emmène sur un plateau Pogačar, il n'y a pas vraiment de surprise. Ça manquait un petit peu de coureurs qui avaient envie de contrecarrer les clans de la UAE aujourd'hui. Et pourtant, quand tu vois le final, on pouvait peut-être essayer de contrecarrer ces plans-là, mais il aurait fallu peut-être être un petit peu plus inventif et avoir envie de prendre un petit peu plus de risques. Ça confirme quand même, quand je vois la manière dont s'est couru cette étape, que pour moi on aurait mieux fait de faire autre chose dans cette étape en Bretagne. Moi je le disais, les Rébinous, je pense que c'était la bonne année pour le faire. On arrive au bout de 7 jours de course. Voilà, vous avez des coureurs qui sont déjà fatigués. On est 178, donc le peloton a un petit peu rétréci. Je pense que les Rébinous c'était jouable sur cette étape. Et ça aurait été, je pense, un peu plus intéressant de voir ce genre de choses. Et ça aurait créé un peu plus de stress chez certains leaders que cette étape du côté de Mur de Bretagne, où on a senti que, en plus par rapport à l'étape de la veille, elle était presque en trop. C'est-à-dire que comme hier on a eu déjà une étape animée, qu'on a eu l'étape de Rouen, qu'on a eu l'étape de Boulogne, là ça faisait peut-être presque redondant cette étape-là par rapport à ce qu'on avait déjà eu auparavant. Et au bout d'un moment, on ne peut pas non plus faire du grand spectacle tous les jours chez certains baroudeurs. L'étape de la veille a fait très mal aussi, donc je pense qu'on a eu du mal à repartir, à se relancer. Mais moi j'ai pas pris... En fait, c'est marrant parce que le début de course est très animé. Alors, forcément, moi, le début de course, j'en ai raté des bouts parce que je regarde le Giro féminin. Mais début de course qui est très animé, moi je regarde ça sur le live stat de Pro Cycling Stat et je me dis putain, c'est vraiment dingue, ça attaque un peu dans tous les sens.
Je regarde la page Twitter du groupe Eto, je vois que, ouais, putain, on n'arrive pas à faire la différence. Enfin, le début de course, c'est très bien. Et puis ensuite, ça s'est quand même bien ralenti. Et après, tu te dis, il y a quelqu'un qui va anticiper. Bah non, personne n'anticipe. Le premier passage à Mur de Bretagne, alors là encore, si ce que j'avais dit, 2 passages à Mur de Bretagne, ça sert à rien. On a la confirmation. On n'a fait qu'un écrémage sur le premier passage. Ça aurait peut-être été plus spectaculaire de n'avoir même qu'un seul passage. On n'aurait peut-être pas eu autant de temps mort lors de cette deuxième montée du Mur de Bretagne. Donc ouais, je trouve que on savait qu'il y avait des problèmes dans cette étape et des fois je me plante, hein. Mais là j'ai quand même eu un petit peu la confirmation que des fois j'ai quand même le nez creux et que faire 2 fois le Mur de Bretagne ça servait à rien et qu'on aurait mieux fait de prendre les Ribinous également. Bon, on regarde tout de suite le résumé. Étape numéro 7. Et ça commence d'entrée avec beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques, notamment Van Aert, qui décide d'accélérer d'entrée avec Campenaerts du côté de la Visma. On peut même se demander pourquoi il y avait autant d'intérêt à attaquer du côté de la Visma. En ce début de course, autant hier, mettre un homme à l'avant pouvait être intéressant, autant aujourd'hui, je pense que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. On aura un groupe avec 14 coureurs avec Van Aert et Campenaerts. Van Aert qui va ensuite faire une portion en duo avec Mauro Schmid, le champion de Suisse, qui confirme qu'il est en forme. Derrière, on va avoir des attaques de Campenaerts, d'Alaphilippe, Poles, Blackmore, Madouas, Baudin, Leknesund vont tenter leur chance. Et puis on va avoir Tennyson, Gachignard, Poles, Mohoric. Tiens, on en parlait ce matin de Mohoric, l'homme invisible de ce Tour de France et depuis quelques temps quand même. Donc là, il a été visible. On arrive à cette première heure de course, 53,6 de moyenne, si je ne me suis pas trompé. Et puis après, la bonne échappée, elle part au bout d'1h10, 1h15. Avec Baudin, Alex Baudin, Geraint Thomas. Je pense qu'il faut remonter à l'époque de la Barlow World pour le voir dans une échappée sur le Tour de France. Marco Haller, Ewen Kosciu et Marc Hirschi. Avec Ivan Garcia Cortina. Derrière, on va commencer à se mettre en route très vite et à rouler, notamment du côté de Sylvain Didier, mais surtout la UAE, avec Nils Politt qui va encore faire un énorme travail. Vous savez, je me disais même, aujourd'hui on a mis le prix du plus combatif à Ewen Kosciu, mais sur certaines journées, faudrait pas oublier également les équipiers dans le peloton, parce que c'est vrai qu'un Nils Politt, aujourd'hui il a été combatif quand même, hein, parce que le tempo qu'il met en place, moi je trouve que c'est de la combativité. C'est pas seulement être à l'avant de la course et attaquer dans tous les sens. Après, ça a toujours été le problème du terme combatif, parce que pour moi, ce prix-là, c'est le prix de l'animateur de la journée. Pour moi, le terme combatif convient pas, parce qu'un combatif, c'est pas toujours le mec à l'avant de la course. Un combatif, par exemple aujourd'hui, Buitrago ou Louis Barret qui passe la ligne, ils ont été combatifs pour pas abandonner. Ça, c'est de la combativité. Et en plus, comme on fait à chaque fois l'erreur de récompenser et de faire ce classement-là avant l'arrivée, ce qui je trouve est complètement débile. Une étape, c'est après la ligne d'arrivée qu'on la débrief, pas pendant l'étape. Je trouve qu'on a parfois des prix de la combativité. On se dit, là, Ewen Kosciu, alors oui, il passe en tête de Mur de Bretagne, mais bon, il a fait 3 km en tête de la course, quoi. Donc, est-ce que c'est bien plus combatif que Baudin ? Est-ce que c'est bien plus combatif que Marco Haller qui a eu des crampes ? Ouais, je suis pas vraiment sûr. On arrive à 122 km de l'arrivée. Abandon de Mattia Cataneo, équipier de Remco Evenepoel, peut-être l'un des rares avec Van Wilder qui aurait pu aider en montagne et par épintre. Mais malade, lui qui pourtant s'était quand même pas mal réservé depuis le début de course. Donc, dommage. Deuxième heure de course, on est à 52,5 de moyenne, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment ralenti le rythme. Cette échappée qui n'arrive pas à prendre de l'avance, cette échappée de 5, l'écart max sera autour d'1 minute 30. On va rester sous une forme de plateau à peu près entre 100 bornes de l'arrivée et une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée.
Sprint intermédiaire remporté par Ivan Garcia Cortina dans l'échappée et dans le peloton. Alors c'est un sprint intermédiaire un peu particulier parce que Quinn Simmons fait un énorme effort, sauf qu'il perd à la fois les intermarchés et à la fois son leader. Sauf que Jonathan Milan va réussir à revenir de l'arrière et à sauter sur la ligne. Binyam Girmay. 46 km de l'arrivée, l'écart est de 1,02 au même moment, enfin un petit peu après. Marco Haller va lâcher. Et puis ensuite, l'écart tombe aux alentours de la minute. Ça va durer pendant vingtaine de kilomètres où l'écart va être à la minute. Et puis on arrive à la côte du village de Mur de Bretagne. Là, le peloton commence à accélérer, notamment sous l'impulsion des Visma. Evan Kosciu passe en tête et il va s'isoler à l'avant de la course. À ce moment-là, il n'a que 48 secondes d'avance. On va avoir des coureurs qui vont être un petit peu lâchés, comme Van Der Poel, comme également... c'est surtout Van Der Poel qui est lâché. Ben O'Connor également, un moment qui est lâché lors de ce premier passage. Alaphilippe, je crois, est lâché. Et puis on a une chute avec Champoussin qui va percuter Anders Saland Johannesson, qui aurait pu faire une belle étape aujourd'hui. Le coureur norvégien qui avait remporté le Tour de Slovénie. Ewan Kosciu passe en tête de Mur de Bretagne et puis ensuite il ne va pas se passer grand chose dans la deuxième partie de ce parcours, comme souvent quand on fait deux passages à Mur de Bretagne. Ça avait été la même chose en 2021. Et puis à 6 km de l'arrivée, chute dans un faux plat descendant. Almeida va tomber avec Buitrago. On va avoir également Guillaume Martin, Jack Egg qui est le plus touché et qui doit abandonner. Ewan Kosciu mais qui repart sans trop de problèmes comme Ben Eddy. Louis Barré également avec Dunbar, Mas et Barguil dans ces coureurs-là. Ils vont tous perdre du temps à l'arrivée. Voilà, il n'y aura pas de miracle. Mas, je crois, est le mieux classé. Mais au final, il perd une cinquantaine de secondes aujourd'hui. On arrive dans le final de l'étape. Visma emmène, mais ensuite dépassé par Tim Wellens et Pogacar qui est dans la roue. Sauf que Pogacar se retrouve à ne pas avoir de main d'œuvre. Eh bien oui, il lui manque Almeida qui est tombé. Donc il se retrouve en tête de course. Il décide de ne pas véritablement accélérer. Remco passe en tête. On se dit à ce moment-là, Remco va faire une grosse accélération, va tenter quelque chose. Sauf qu'il fait une accélération progressive et puis il s'arrête lorsqu'on commence à attaquer les 600 derniers mètres. Là, ça se regarde, ça permet à Kevin Vauquelin, qui est un petit peu lâché, de revenir de l'arrière. Et puis ensuite, on lance parfaitement le sprint pour Pogacar, qui s'impose donc devant Vingegaard, qui fait encore un bel effort, et notre ami Oscar Onley, qui prend la 3e place aujourd'hui. Eh bien, on regarde tout de suite la note de l'étape. Moi, j'ai mis 12 sur 20. Ouais, j'ai mis 2 points en moins par rapport à hier. Parce que pour moi, il n'y a pas de spectacle avec l'échappée. En gros, on n'a pas eu de rebondissement avec cette échappée. Il ne se passe rien. L'échappée, tu sais très vite qu'elle ne va pas aller au bout. Donc, à part pour les différents classements intermédiaires, au final, pour 2 classements intermédiaires, 3 classements intermédiaires, c'est pas ça qui donne véritablement de l'intérêt à la course. Et puis après, Mur de Bretagne, il ne s'est pas passé grand-chose. Il s'est même passé moins de choses que potentiellement attendu. J'ai hésité avec le 11 sur 20, pour tout vous dire. J'ai gardé le 12 parce que je suis parti du principe que j'attendais pas grand-chose de cette journée. Et donc, il s'est certes pas passé grand-chose, peut-être même moins de choses que ce que j'avais attendu. Mais en même temps, vu le parcours, on ne pouvait pas s'attendre à des miracles. Donc il y a un moment... Voilà, pour moi, Mur de Bretagne, ça n'avait pas d'intérêt cette année sur le Tour de France, à part pour récolter peut-être 250 000 euros, parce que c'était une ville d'arrivée. Je crois que c'est à peu près ça, le budget. Je suis peut-être loin même du budget, de ce que donne la ville d'arrivée à Esso. Mais à part ça, il n'y avait véritablement pas d'intérêt du côté de cette étape d'un point de vue sportif. Et donc, pour moi, 12 sur 20, parce que certes, il n'y avait pas d'intérêt. Certes, on n'a pas eu beaucoup de spectacles sur la fin de journée, mais je retiens également quand même ce début d'étape très animé, avec pas mal d'échappées. Donc voilà, on ne pouvait pas s'attendre à des miracles aujourd'hui. On n'a pas eu de miracle, mais en même temps, voilà, encore une fois, le parcours ne s'y prêtait pas
sur cette journée. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, donc je rappelle soit les coureurs français, soit les étrangers dans des équipes françaises. Et on commence par un étranger dans une équipe française. C'est Félix Gall. Pour moi, typiquement, comme je disais, même en présentation de ce Tour de France du côté des grimpeurs, Félix Gall, il faut qu'il imite la casse sur cette première semaine. C'est vraiment pas son terrain de prédilection. C'est pas un coureur qui sait frotter. C'est pas un coureur qui est à l'aise techniquement sur un vélo. C'est pas un coureur qui est punchy. Donc autant vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose qui lui convenait sur cette première semaine. Et au final, Félix Gall, il est 14e à 4,49, en sachant qu'il y a eu le contre-la-montre qui n'est pas non plus sa tasse de thé. Alors certes, 49 c'est beaucoup par rapport à Pogačar, mais si on compare par rapport à Oscar Onni, il y a 2 minutes. Si on compare à un Lipovic, il y a 1,50. Donc je dirais qu'il s'en sort plutôt bien. Et là sur l'étape du jour, il prend une belle 4e place. Ce qui veut peut-être dire aussi qu'il commence à monter en puissance, parce que peut-être qu'il avait préparé le coup en se disant de toute manière cette première semaine, les premiers jours ne me conviennent pas, donc je vais plutôt essayer de monter en puissance et de finir fort ce Tour de France. Quitte à ce que, comme j'ai perdu pas mal de temps auparavant, eh bien, si j'arrive à prendre une échappée, je fasse une belle remontée au classement général en 3e semaine. Autant te dire que là, c'est plutôt bien parti pour le moment du côté de l'Autrichien. Et quand on connaît ses qualités en montagne et en haute montagne du côté de Félix Gall, ça peut extrêmement bien se passer en 3e semaine. Donc la 14e, par exemple, il s'en sort mieux qu'un Carlos Rodriguez, qu'un Ben O'Connor, qu'un Guillaume Martin. Également, et puis il est pas très loin. Enric Mas est au final pas très loin vu qu'il a perdu du temps aujourd'hui, mais Schielmoze aussi, Roglic, il est plutôt pas mal, Félix Gall, je trouve. Et là sur l'étape du jour, sur un terrain encore une fois qui ne lui convient pas, c'est quand même un coureur qui n'a pas de pointe de vitesse. Félix Gall, prendre une 4e place dans cet exercice là, pour moi c'est une bonne journée du côté de l'Autrichien, et je pense que ça va lui donner de la confiance. On continue avec Kevin Vauquelin. Bon, pour moi, ça reste une belle journée pour Kevin Vauquelin par rapport à la concurrence directe. Encore une fois, pour moi, l'objectif de Kevin Vauquelin, il faut être raisonnable. Au mieux, il fera 8 du Tour de France, au mieux. Donc si je regarde un petit peu ce que j'appelle le middle pack de ce Tour de France, quand tu regardes, il prend 20 secondes sur Schielmoze, 20 secondes sur Lipovic, 20 secondes sur Roglic, 20 secondes sur Christian Rodriguez. Carlos Rodriguez, je ne sais même pas combien il finit du côté de cette étape. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de Carlos Rodriguez, parce que pour tout vous dire, je pensais que c'était, j'avais pas vu que c'était Christian Rodriguez. Au niveau du classement, je me suis dit Rodriguez, c'est Carlos. Carlos, il finit aussi à 21 secondes. Donc c'est quand même une étape qui est plutôt favorable pour lui, même si ça a été difficile. Mais il l'a dit, Evenepoel a tout fait pour le faire sauter. Ce qui montre quand même qu'il y a des coureurs qui se méfient de lui. Ça montre que tu as un peu progressé dans la hiérarchie mondiale. Et ensuite, faudra tenir en haute montagne. Mais sur le Tour de Suisse, il perd 3 minutes face à Almeida. Mais pour moi, Almeida qui était en grande forme sur le Tour de Suisse. Qui était intouchable sur le Tour de Suisse. Donc, par rapport à Oscar Onni, l'écart de temps est plus modeste. Et puis en plus, il faut se rappeler que sur le Tour de Suisse, pour moi, il fait une grosse erreur quand il ne collabore pas avec Romain Grégoire sur l'étape du jeudi, du mercredi ou du jeudi, où le jour où Almeida fait son raid de 50 km, ce jour-là, il ne roule pas avec Romain Grégoire, et pour moi, c'est une erreur. Parce qu'ils auraient perdu beaucoup moins de temps par rapport à certains de leurs adversaires. Donc oui, du côté de Kevin Vauquelin, je trouve que pour le moment, les jambes sont bonnes. On voit aussi un beau collectif du côté d'Arkea quand même. Mathis Lebert, Arnaud Desmar qui se mettent au service de Kevin Vauquelin, c'est pas indéniable sur le plat. Et puis il a quand même Ewen Costiu, qui prend les chapeaux aujourd'hui, mais dans ce cas-là il a Christian Rodriguez qui peut le positionner à certains moments, ou qui peut lui donner des bidons par exemple. Je trouve que ça reste une belle étape de la part de Kevin Vauquelin, et puis pour le moment il fait du très très bon boulot, le français, et c'est peut-être pour ça aussi que Ineos
s'intéresse à lui, surtout quand on voit l'étape aujourd'hui de l'équipe britannique. Alors, Bodin également, belle journée, je passe rapidement, Kostyo Bodin, belle journée. Jordan Jegat également du côté de la Total Energy, très bien, 11e, 21 secondes pour le coureur français. C'est plutôt une très très belle étape. Alors dommage, c'est que l'équipe française n'a pas réussi encore une fois à prendre l'échappée. Ça fait 2 jours d'affilée. C'est quand même un petit peu problématique pour moi, pour une équipe invitée. Par contre, du côté de Jordan Jegat, là aussi, pour le moment, il fait une belle course. 16e au classement général, donc pour moi, son objectif top 15 est tout à fait réalisable. Il est devant Steph Kras. Donc là, désormais, c'est lui le leader, on va dire, unique de la formation, parce qu'à un moment, on aurait pu avoir des doutes avec Steph Kras en montagne, de savoir lequel des deux serait véritablement le leader de la formation. Là aussi, Jegat top 15, voire mieux, c'est tout à fait envisageable, ce qui serait un bon résultat pour la team Total Energy. Donc pour le moment, c'est du bon travail, voilà, que réalise le Français. Et sur un registre, là, qui n'est pas forcément là où il est le meilleur non plus, sur des étapes très typées punchy, où il faut vraiment être en capacité d'accélérer fortement. C'est pas forcément là où il est le meilleur, donc finir avec Skelmose et Grégoire, c'est plutôt vraiment pas mal du côté de Jordan Jegat. Du côté de Romain Grégoire, tu sens que la fatigue est là, vraiment. C'est plutôt un mec de classique, de base dans sa formation. Là, tu sens qu'il a du mal à enchaîner les jours de course. Là, quand on commence à être fatigué du côté de Romain Grégoire. Les 2 prochains jours vont faire du bien. Du côté du Français. Avec des étapes de plage, j'espère qu'on va le mettre au repos. Parce qu'on a aussi des sprinters du côté de la formation Groupama FDJ. Je ne sais pas si l'étape du 14 juillet lui correspond. Je pense qu'il y a d'autres coureurs français qui ont la capacité de mieux faire. Par contre, l'étape de Toulouse, après la journée de repos, elle correspond à ses qualités. Et là, il y aura peut-être une belle opportunité du côté de la Groupama FDJ de lancer les hostilités. Par contre, déception, c'est Guillaume Martin. Guillaume Martin, qui fait partie de la chute, qui est tombé. Guillaume Martin, à bonne vitesse quand même, parmi les 10 coureurs qui sont tombés, qui met un petit peu de temps à remonter sur le vélo. Il perd un petit peu de temps par rapport à Enric Mas notamment. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et puis ça a quand même été une chute à bonne vitesse. Donc forcément, elle peut avoir des conséquences sur le long terme, cette chute. Bourman également a perdu du temps aujourd'hui. Il finit quasiment comme Guillaume Martin, donc à 2 minutes et des broutilles. 2 minutes 17. Voilà, pour Guillaume Martin et Bourman, c'est-à-dire qu'ils ont perdu 2,17 sur Pogacar, mais qu'ils ont perdu 2 minutes sur un Jordan Jegat ou sur un Skelmose. Donc ça, c'est sûr que c'est pas forcément une bonne journée. Puis Louis Barret, le coureur d'Intermarché, parce que là, je pense qu'aujourd'hui, Louis Barret avait une vraie opportunité de faire un bon résultat, de faire un top 5 aujourd'hui, parce que il était vraiment bien placé pendant toute la journée. Je trouve qu'il avait une belle allure sur le vélo, que les jambes avaient l'air d'être plutôt bonnes du côté de Louis Barret. Donc dans cet exercice de Mur de Bretagne, vu ses qualités qu'il a démontrées notamment sur l'Amstel et sur d'autres épreuves de classique ardennais, je pense qu'il aurait pu être très solide sur cette montée, sauf que la chute à 6 km de l'arrivée, on a décidé autrement, et puis il est quand même bien amoché, notamment au niveau de la fesse, la plaie est très importante, et ça peut être un vrai problème pour la suite de la course. Parce que il va falloir réussir à désinfecter tout ça, il va falloir réussir à dormir. Or, vu la taille de la plaie, forcément, ça va être compliqué pour dormir avec les draps. Donc ça risque d'être une journée un petit peu compliquée, enfin des jours à venir risquent d'être compliqués pour lui barrer. Or, le 14 juillet aurait pu lui convenir. Donc là, c'est vrai qu'il risque d'avoir une suite de Tour de France un petit peu difficile. Champoussin également, dommage la chute à un tour de l'arrivée, parce que ça fait aussi des coureurs qui pouvaient, pourquoi pas, espérer un résultat sur cette étape. Alors la chute a pas l'air d'être trop douloureuse pour Champoussin, parce qu'il a pu repartir très vite, mais forcément il a perdu pas mal de temps dans l'affaire, ce qui fait qu'il n'a pas pu finir dans le bon groupe dans le dernier tour de course, et donc il était
inexistant dans le final de cette étape. Donc dommage, voilà, du côté de Champoussin et de Louis Barret, du côté de cette journée. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, je pense que ça va aller assez vite, à part pour le premier, mais pour les deux autres, je dirais qu'il y a un peu moins de choses à dire. Forcément, coureur au top, Pogacar. Pogacar, oui, sans faire d'efforts superflus de sa part. Il a su gérer la situation sans Almeida, parce que c'est vrai que ça a, je pense, bien changé les plans. Normalement, c'était Almeida, je pense, qui devait faire l'accélération finale et permettre à Pogacar de s'isoler. Mais là encore, il a réussi à s'adapter, il a réussi à faire le travail à la perfection aujourd'hui. Donc, très belle victoire voilà, de la part de Pogacar sur une journée qui a été complètement maîtrisée de la part de la UAE, entre Nils Politt qui a encore fait un travail démentiel, Marc Solé également, n'oublions pas Narvaez et aussi dans le final Tim Wellens à plusieurs reprises qui a replacé dans des moments importants Tadej Pogacar. C'est un collectif, Sivakov est presque celui qu'on a le moins vu aujourd'hui dans le collectif UAE, et il a quand même eu de l'importance dans sa part de travail, et pourtant c'est plus en haute montagne qu'on va l'attendre avec Almeida, et peut-être même ça sera lui un numéro 1 par rapport à Almeida suite à la chute du coureur portugais. Mais oui, du côté de Tadej Pogacar, c'est une très très belle étape. Aujourd'hui, il reprend le maillot jaune. Forcément c'est dû à l'étape de la veille et au travail de sable qu'a réalisé à la Visma Lease Bike dans les 20 derniers kilomètres, qui a permis à Pogacar de reprendre le maillot aujourd'hui, qui fait que au final il n'a pas économisé tant d'énergie que cela au niveau du protocole. Toujours en tête du maillot vert également, il a pris une belle marge par rapport à Milan, par rapport à Guermain notamment, qui disait là ça devient le favori pour le classement du maillot vert. Mais Pogacar, si on lui emmène la victoire de cette manière-là, c'est sûr qu'il ne va pas être battu. Là, personne n'a osé, personne n'a été véritablement offensif. J'ai pas trop compris notamment la stratégie de Remco Evenepoel dans le final et la gestion de la fin de course de Remco Evenepoel. Mais oui, du côté de Pogacar aujourd'hui, on peut être plus que satisfait de sa victoire. 101e victoire chez les professionnels. C'est la combienième sur le Tour de France? C'est plus ça qui m'intéresse du côté de Pogacar. Ça doit être la 19e déjà. C'est plus ça, moi, qui est impressionnant, c'est le nombre de victoires sur le Tour de France. Déjà la 19e. Voilà. Bon, en même temps, c'est son 6e Tour de France déjà aussi. Premier en 2020 à l'époque. Et voilà, il a aussi un tour sur deux à la victoire, et sinon il fait deuxième. Donc voilà, c'est pas négligeable non plus du côté de Tadej Pogacar, avec cette domination aujourd'hui sur le cyclisme. Bon, on sait très bien que sur ce registre puncher, sprinter, Pogacar il met une peignée à tout le monde, sauf à Van Der Poel. Donc il n'y a plus Van Der Poel, les autres l'attaquent pas. Bon, à un moment c'est presque trop facile aujourd'hui. Mais c'est pas de la faute de Pogacar. Aujourd'hui, les adversaires n'ont pas durci la course. Il y a un moment, c'est une erreur stratégique là qui fait gagner aussi facilement Pogacar. Parce qu'on n'a pas eu forcément une opposition qui a tout tenté pour essayer de bloquer le champion slovène. Et là, je pense que certains coureurs peuvent avoir des regrets ce soir dans la manière dont ils ont couru dans le final de cette étape. Alors dommage Almeida, malgré tout l'avantage c'est que maintenant il n'y a plus de problème dans la hiérarchie de l'équipe. C'est vrai qu'Almeida sera au service de Pogacar. Il aurait pu essayer de se conserver un petit peu, d'essayer de garder un petit peu de fraîcheur en fin de course pour essayer de conserver une place sur le podium. Là ça ne sera pas le cas parce que la place sur le podium elle est morte et enterré, voilà, du côté du Portugais. Deuxième, Vingegaard. Oui,
pour moi, c'était pas forcément à lui d'accélérer. C'est pas son terrain de prédilection, Vingegaard. Moi, je trouve qu'il a fait une belle montée. Il fait une belle montée. Il n'est pas si loin que ça de Pogacar sur l'étape. Je me dis même qu'il aurait fallu qu'il anticipe le sprint. C'est vrai qu'il attend que ça soit Pogacar qui déclenche son sprint. Moi, j'aurais plutôt essayé d'anticiper le sprint du côté de Vingegaard. Il n'a pas les qualités de puissance d'un Pogacar. Donc, encore une fois, dans ce genre de situation, eh bien, il faut essayer de le surprendre, le coureur slovène. Bon, voilà, après, sur le reste de l'étape, ça a plutôt été tranquille. Je trouve que c'est vrai par rapport à hier où certains ont reproché, c'est vrai qu'on pouvait le reprocher à la Visma d'avoir dépensé pas mal d'énergie. Aujourd'hui, ils ont quand même été beaucoup plus discrets dans leur travail d'équipe, sauf en début d'étape avec Van Aert et Campenaerts. Mais c'est vrai qu'après, derrière, ça a été beaucoup plus calme. Yates a l'air d'avoir des très bonnes jambes, parce que hier elle est dans l'échappée, aujourd'hui elle refait encore un gros boulot. Van Aert arrive encore à faire du boulot en fin d'étape, alors que bon, ça fait quand même depuis 2 jours qu'il attaque assez régulièrement. Donc non, c'est une belle journée du côté du coureur de la Visma. Je pense qu'il a le plein de confiance. Je pense qu'il s'est rassuré par rapport au contre-la-montre de mercredi. C'était une contre-performance, voilà, de la part de Vingegaard. C'était une journée sans de la part du coureur danois. Et puis maintenant, il faut se projeter sur le 14 juillet. Ne pas tomber dans les 2 prochains jours. Et puis après, il y aura également des étapes intéressantes, notamment dans les Pyrénées, du côté de Jonas Vingegaard et puis Oscar Hindley. Comme Vauquelin, c'est des coureurs qui pour le moment font tout bien au niveau du classement général. Ce qui fait qu'en Oscar Hindley, dans cette bagarre pour les places du milieu, on va dire dans le top 10, pour ces places entre 5 et 10, pour le moment, il fait très bien le job. Il fait pas d'erreur. Les arrivées type punchy, bon, il a toujours été très fort dans ce registre-là. Là, il s'en sort bien. Pourtant, là aussi, le train a été perturbé, notamment le fait qu'il n'y avait plus Warren Barguil. Il se retrouve donc très vite seul dans cette montée de 2 km, puisque le mec qui doit le replacer n'arrive pas à le replacer, il n'arrive pas à monter suffisamment vite du côté de Oscar Hindley. Et puis après, pour moi, ça reste une très très belle étape de la part du Britannique qui monte encore sur le podium, ce qui fait que c'est très intéressant quand même du côté de la pique-nique post-Enel, parce qu'on marque encore de gros points pour le classement UCI. Aujourd'hui, Oscar Hindley, c'est 110 points de marqué, quand Arkea n'en marque que 45 et Intermarché 0 par exemple. Donc ça, c'est plutôt une bonne journée du côté de l'équipe néerlandaise, surtout si on compare à Uno X, si on compare également à des formations qui sont comme Cofidis qui est pas très loin derrière, mais des formations qui sont aussi pas très loin devant. Là, pour le moment, Cofidis a marqué, je crois, 0 points. Eux, ils arrivent à enchaîner les performances grâce notamment au Oscar Hindley. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour l'équipe néerlandaise et on verra pour la suite ce que ça va donner. Et puis Oscar Hindley, pour moi, encore une fois, top 10 au général, c'est pas impossible qu'il le fasse. Et puis, il passe entre les gouttes, Oscar Hindley. C'est vrai que je disais, lui et Roglic, pour le moment, pas impliqués dans une chute. Ils arrivent à passer à travers. Et pourtant, c'est pas le coureur le plus adroit du peloton. Donc ça, c'est également une bonne nouvelle du côté du coureur britannique. On passe au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne du jour, forcément la Bahreïn, parce que la chute à 6 bornes de l'arrivée, elle annihile tes derniers espoirs de classement général avec Buitrago, vu que Lenny Martinez avait déjà perdu beaucoup de temps lors de la première étape du Tour de France. Et puis tu perds également un lieutenant et un coureur qui aurait pu faire partie des échappés, Jack Haig. Buitrago en plus, faudra voir s'il repart demain, parce qu'il a quand même pris beaucoup de temps sur le bord de la route avant de redémarrer, ce qui est rarement un bon signe. Plus tu mets de temps à repartir après une chute, moins tu as de chances d'être au départ le lendemain. Et si tu es au départ le lendemain, normalement c'est compliqué pour toi pour la suite, parce que ça veut dire que tu as eu un très très gros chute
un très très gros choc dans l'affaire. Hein. Regardez Janière. Janière, c'est le dernier de l'étape de Dunkerque à passer la ligne d'arrivée. Bah oui, la chute, il a tenu un jour et demi, et puis après derrière, abandon. Donc là, on verra du côté de Buitrago. Mais ça serait vraiment, enfin, ça décimerait complètement la Bahreïn, qui déjà, bon, faisait un début de Tour de France mitigé. Hein. Certes, il y avait eu l'échappée de Lenny Martinez, mais pour le reste, c'était un petit peu compliqué en montagne avec un Buitrago qui avait déjà perdu du temps. Et un Lenny Martinez qui a perdu énormément de temps. Alors certes, on avait eu Bauhaus qui avait fait un résultat sur l'étape de Dunkerque. Mais c'est sûr que pour le moment, c'est une équipe qui est extrêmement discrète. Bon, après, Bahreïn, c'est une équipe qui a souvent été en difficulté en termes de résultats. C'est vrai qu'on parlait de la Red Bull Bora ces dernières années. Bon, la Bahreïn, depuis sa création, elle a plus souvent déçu qu'apporté de la joie à sa supporter, très clairement. S'il y a quelques supporters de la Bahreïn, parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient très nombreux. Le fan club doit être extrêmement réduit. Ils sont 10 amis sur leur page Facebook, les amis de la Bahreïn, avec une photo en fond d'écran de, je sais pas, de Nibali, mais de Sonny Colbrelli. Mais oui, du côté de la Bahreïn, c'est compliqué quoi, en termes de résultats pour le moment. Et le tour risque d'être compliqué parce que maintenant, il faut que Lenny Martinez aille chercher une étape. Enfin, il faut chercher une étape. C'est la seule chose qui peut les sauver parce que Buitrago, le général, c'est mort, il est à 13 minutes. Puis je pense que dans les jours à venir, il risque de reperdre du temps. Donc il te reste Lenny Martinez. Fred White aussi, pourquoi pas, dans certaines étapes à Toulouse ou d'autres. Ou en échapper sur une étape de plat. Mais bon, ça va être difficile quand même hein, pour réussir à sauver le Tour de France du côté de la Bahreïn. Ça va commencer à être dur. Et puis Martinez, qui aurait pu se dire dans des grosses échappées, je peux être entouré notamment de Jack Haig, bah là, il va peut-être se retrouver seul dans les échappées avec pas mal de monde. Et puis il aura peut-être en concurrence Buitrago. Il se dit c'est peut-être Buitrago joue le général, moi je joue les échappées. Donc dans des échappées, on est 2 ou 3 Bahreïn, forcément l'équipe est à mon service. Là, ça va peut-être pas être le cas. L'équipe sera peut-être au service de Buitrago. Donc ça peut aussi changer complètement la donne du Tour de France de Lenny Martinez. Deuxième bonnet d'âne, Skelmose. Ouais, bah c'est une étape où normalement il doit être au contact des meilleurs. Il doit être dans le groupe Evenepoel aujourd'hui, Skelmose. 2 km de montée comme celle-là, c'est totalement son registre. Je le trouve en dessous hein, pour le moment, ce début de Tour de France. Là pourtant, Quinn Simmons fait un énorme boulot pour le positionner. Donc l'équipe vraiment travaille et pourtant, encore une fois, hein, l'équipe est plutôt au service de Milan, mais on a vu Skelmose, on a vu d'autres coureurs du côté de cette formation essayer de le positionner. Pour l'instant, il est un peu transparent. Skelmose, c'est vrai que cette première semaine correspondait à ses qualités, avec un contre-la-montre, avec des étapes en légère bosse. On sait que c'est un coureur qui a une très bonne pointe de vitesse, Skelmose. Mais le fait de ne pas lui avoir mis d'équipier, notamment pourquoi pas un coureur type Carlos Verona ou un Julien Bernard également, eh bien on voit peut-être les limites aujourd'hui. Très vite il est seul, alors même si encore une fois Quinn Simmons fait son maximum, l'équipe fait son maximum, hein, vraiment pour le positionner, mais dans le dernier tour il n'y a plus personne. Et c'est là où il consomme peut-être un peu trop d'énergie, ce qui lui manque dans le final de la course. Là, je pense très clairement, il était mal positionné quand ça accélère, parce qu'il est très loin dans la file au moment où ça accélère, donc il se prend directement la cassure. Après, il pouvait peut-être pas remonter, parce qu'il avait déjà trop consommé d'énergie auparavant, au niveau du placement. Donc ouais, journée difficile du côté de Skelmose. Tiens, un autre qui a connu une journée difficile. À une époque, ça aurait été une journée parfaite pour lui. Marc Hirschi. Ah bah, il va falloir quand même nous donner des explications. C'est incroyable, Hirschi. Moi, je m'en remets toujours pas. Hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne. C'est quand même un coureur qui a démarré la saison sur les chapeaux de roue et qui s'est complètement écroulé à partir du 15 février. Et en gros, depuis mi-février, je dis le 15 février, mais c'est une date totalement aléatoire, il a disparu. Alors moi je me disais qu'il allait revenir parce que soit on allait découvrir qu'il avait
Genre une infection, tu vois, qui expliquerait sa méforme, soit que le pic de forme était programmé plus tard et qu'il avait peut-être démarré un peu trop fort pendant l'intersaison. Mais là, il est quand même vraiment nulle part aujourd'hui, Marc Hirschi, dans un registre qui lui convient. Et c'est vrai que de toute manière, moi je me faisais pas beaucoup d'illusions ce matin quand j'ai vu Mark Waller dans l'échappée. Je me suis dit, si Mark Waller est dans l'échappée, c'est qu'on mise pas forcément toutes ses cartes sur Marc Hirschi, et ça veut dire qu'on n'a pas forcément de la confiance dans les jambes du coureur suisse. Mais c'est vrai que on a rarement vu un coureur avoir une courbe comme ça de saison à ce point-là, c'est-à-dire un début de saison au top, et puis au bout de 15 jours de course, comme ça en termes de résultats, et surtout ne pas réussir à redémarrer, à relancer la machine. Ça, c'est assez extraordinaire quand même du côté de Marc Hirschi. J'ai du mal à l'expliquer, mais c'est vrai que là, l'an dernier, Marc Hirschi, quand tu vois les résultats qu'il fait, notamment sur le semi-classique italienne, normalement, Mur de Bretagne, il doit être dans le top 5 aussi. Comme Skelmose. Parce que c'est vraiment un registre de montée qui lui correspond à la perfection. Le fait de ne pas le voir, même pas dans le top 20, ça montre que il n'est pas à son niveau. Je pense que un homme invisible, on peut peut-être miser sur Marc Hirschi comme homme invisible à la fin des 3 semaines de course. Mohoric a été vu aujourd'hui, peut-être qu'on ne le verra pas plus tard, mais alors Marc Hirschi, j'ai peur que ça soit l'homme invisible sur ces 3 semaines d'épreuve. Et puis je termine avec Remco Evenepoel. Je trouve qu'il a super mal couru dans le final, Remco. Il avait des bonnes jambes, je pense, aujourd'hui. Peut-être un peu trop isolé quand même. Même si Paré Peintre a fait du bon boulot, c'est vrai que là il manquait un Cataneo. Je trouve aussi que Van Wilder est très discret depuis le début de course. Mais là, on le préserve peut-être pour la haute montagne, Ilan Van Wilder. Par contre, du côté de Remco Evenepoel, soit tu décides de rester dans la route Pogacar, ce qui peut être une idée, de faire comme Vingegaard, ça veut dire de faire le suceur de roue. Aujourd'hui, c'est une stratégie. Soit tu accélères. Mais tu fais pas le truc que tu as fait aujourd'hui, c'est-à-dire de faire un tempo presque pour emmener au final Pogacar aux 500 mètres. Parce qu'aujourd'hui, Evenepoel, il a fait le tempo jusqu'aux 600 mètres. Du kilomètre aux 600 mètres, c'est lui qui fait le tempo. Mais il fait même pas un tempo incroyable, parce que déjà, ni Pogacar ni Vingegaard sont mis en difficulté. Alors vous allez me dire, oui, mais il est face aux 2 meilleurs coureurs du monde, qui sont certainement meilleurs que lui en montagne. Oui, mais derrière, Vauquelin, il n'a pas perdu de temps non plus. Le groupe de poursuivants ne perd pas de temps à ce moment-là. C'est-à-dire que le tempo de Remco Evenepoel n'était pas assez suffisant. Alors, soit tu te mettais dans la route Pogacar et t'attendais à ce que ce soit Pogacar qui fasse ce tempo, et tout le monde se mettait dans la route Pogacar, et à ce moment-là, ça aurait peut-être permis à un Vauquelin, je sais pas, à un autre coureur d'attaquer en contre. Soit c'est toi qui fais le contre. Mais si tu n'es pas en capacité de contrer Pogacar, tu fais pas ce tempo-là. Parce que là, tu as juste emmené sur un plateau Tadej Pogacar pour que Narvaez ensuite revienne et lui emmène le sprint. Donc il a juste fait le travail parfait pour Pogacar. Et je pense qu'aujourd'hui, il peut avoir des regrets, Evenepoel. Il perd 2 secondes. La perte de temps, elle n'est pas énorme, mais c'est plutôt au niveau du moral. Et tu te dis, en plus c'est un gagneur, Evenepoel. Là, tu te dis, putain, j'ai chié dans la colle en termes de stratégie. Je me suis vraiment raté en termes de stratégie aujourd'hui. Et là, il peut nourrir de très très gros regrets là-dessus. On passe aux différents classements. On commence par le classement de l'étape remportée par Tadej Pogacar. Voilà, devant Vingegaard, le seul qui est dans le même temps en seconde pour le moment. Je vérifie s'il y a eu un changement. Non. Oscar Onni, 3e devant Félix Gall, Jorgensen. On retrouve ensuite Evenepoel, Vauquelin, Narvaez, Axel Laurence. Tobias Allan Johannesson a perdu une bonne dizaine de secondes. Gegat finit avec Skelmose, Lipovic, Roglic, Rodriguez dans un groupe à 21 secondes. Henrik Mas, lui, perd quand même 50 secondes aujourd'hui à cause de la chute. Guillaume Martin, lui, va perdre 2 minutes 17. Et puis Ben O'Connor, mais qui n'était pas en grande forme,
lui a perdu 2 minutes 30 aujourd'hui du côté de cette étape. Et comme vous le voyez, Cataneo et Jack Haig ont abandonné et Edward Theuns a vécu une mauvaise journée avec Consoni. Voilà, mais vraiment une journée pas top du côté d'Edward Theuns, un petit peu malade. Et à 13 minutes, si on retrouve, voilà, Buitrago a fini à 13 minutes 13, voilà, du côté de la Bahreïn avec Mohoric et Robert Stannard. Voilà, Lutsenko également qui a perdu 12 minutes aujourd'hui, lui qui avait bien démarré le début de la course. Eh bien, s'écroule jour après jour. Et puis Almeida, vous voyez, a perdu a perdu 10 minutes aujourd'hui avec la chute dans le final. Donc ça veut dire que c'est des coureurs qui ont quand même mis beaucoup de temps à redémarrer. Ils ont même fini après Louis Barret. C'est-à-dire qu'on a peut-être fait un protocole commotion pour ces deux coureurs-là. On a peut-être eu des doutes. Dunbar est reparti avant eux, par exemple. Donc c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de temps à relancer la machine de côté de ces coureurs, contrairement à un Warren Barguil qui finit à 4 minutes 50. Donc voilà, il y a peut-être eu des petits soucis physiques à contrôler ce soir, et on verra ça du côté du bulletin médical qui pourrait être très développé aujourd'hui. Vous regardez la moyenne de l'étape également, 48,117. Hein. Donc on a été largement plus rapide que ce qui était prévu. Pogacar en tête au général avec quasiment une minute d'avance sur Remco Evenepoel. Une 11 sur Vauclin, Vingegaard à une 17 pour le moment, Van Der Poel à une 29 qui n'a pas réussi à tenir la cadence, lui qui avait le maillot jaune. Jorgensen 6ème devant Only, Lipovic, Roglic, Skelmose. C'est vrai que quand vous regardez là pour le moment ce top 10, hein, en quoi Vauclin sortira de ce top 10? En quoi Roglic pour le moment est plus fort que Vauclin? En quoi un Benelli est plus fort que Vauclin? En quoi un Henrik Mas en ce moment est plus fort que Vauclin? Voilà, donc il faut l'avoir en tête. Pour le moment, encore une fois, 8 et 12, c'est totalement à sa portée du côté de Vauclin. Et je rappelle que Guillaume Martin, quand il fait top 10 sur le Tour de France, la première fois, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Donc là aussi, à la régulière, vous pouvez prendre un top 10 du côté de Kevin Vauclin en haute montagne. Et même s'il y a une craquante une journée, en prenant une échappée, il peut peut-être se refaire la cerise aussi. Pogacar en tête du maillot vert avec une trentaine de points d'avance sur Jonathan Milan. Donc ça, c'est plutôt la bonne opération du jour. Guilherme 3ème devant Van Der Poel et Vingegaard. Le classement de la montagne, c'est Tim Wellens qui mène avec 8 points devant Pogacar et Benelli. Tim Wellens qui a pris des points lors du premier passage de Mur de Bretagne. C'est pour cela qu'il se retrouve en tête du maillot à poids en bagarre avec son coéquipier. Du côté du maillot blanc, eh bien, c'est Remco Evenepoel qui est en tête avec 17 secondes d'avance sur Vauclin. Oscar Only montre à la 3ème place, passe devant Lipovic. Skelmose 5ème, passe devant Benelli. Et puis du côté du classement par équipe, eh bien, c'est la Visma qui est en tête devant la UAE et la Groupama. On retrouve ensuite Arkea et Decathlon. Et parmi les équipes mal placées, eh bien, toujours la Soudal Quick-Step, même s'il remonte à la 14e place dans la file des voitures. Et puis la Movistar, pas aussi très bien positionnée. Oscar Only, bon, 10e. Ça pourrait être pire du côté de cette file des voitures. On commence à avoir des gros écarts du côté du classement général. Car le dernier, qui est Yevgeny Fedorov, eh bien, désormais à 1h17 de retard sur la tête de course. On regarde tout de suite le classement du côté de ce Tour d'Italie féminin. Je m'attendais, moi, à une échappée aujourd'hui du côté de cette étape du Tour d'Italie féminin, mais je m'attendais à une échappée massive qui parte assez tôt dans l'étape. Or, elle s'est plutôt construite dans les 50 derniers kilomètres. Cette échappée, parce que pendant très longtemps, on a eu des attaques, on a eu des petits groupes. Là aussi, ça a roulé quand même à un bon petit tempo, 37-336, avec 2400 mètres de dénivelé positif. C'était quand même un bon petit rythme. Voilà, on a bien roulé aujourd'hui, hein. On n'était pas sur un rythme exceptionnel, mais on était quand même sur un bon petit tempo pendant toute la journée. Et c'est vrai que l'échappée s'est formée assez tardivement, en plusieurs coups. On a eu un premier coup, il y avait Juliette Labousse, et puis après on a rajouté du Royekers,
Et puis on a rajouté Liam Lippert sur la fin, ça s'est fait vraiment en plusieurs temps, parce que l'échappée n'a jamais eu beaucoup d'avance du côté de cette étape, donc on a réussi à revenir de l'arrière du côté des costauds. Et puis après, eh bien dans le final, Van Nistelrooy a lâché sur une accélération de Liam Lippert, rattrapé ensuite par Roy Akers dans la dernière boss du jour. Et puis Roy Akers et Liam Lippert ont fini ensemble, avec une Liam Lippert qui a joué un petit peu avec Roy Akers, et ce qui lui a permis à l'Allemande de s'imposer aujourd'hui, parce qu'elle a fait preuve énormément de tactique, parce qu'en fait elle a joué avec Roy Akers. Roy Akers aujourd'hui pouvait se repositionner au classement général. Liam Lippert, c'est mort au niveau du classement général, elle ne jouait que la victoire. Donc sur la fin, elle a arrêté de relayer. Elle a arrêté de relayer et bon, très vite, Roy Akers, elle a été dans l'obligation de se dire bon, je ne jouerai pas la victoire, je jouerai le replacement au niveau du classement général. Et à la fin, Liam Lippert est passé en tête dans un virage sur la gauche qui était assez serré. Et puis derrière le sprint, pourtant elle le fait en première position, mais Roy Akers n'a aucune possibilité de revenir, car au niveau des jambes, c'était un petit peu compliqué pour la néerlandaise. C'est quand même elle qui fait la bonne opération du jour du côté du classement général, parce qu'elle reprend 1 minute 22, même plus, 22, et on rajoute 4 secondes, ce qui fait 1,26 sur les concurrentes du podium notamment, car du côté de Roy Akers, eh bien, on a réussi à sortir. Cette échappée s'est construite vraiment de manière bizarre, parce qu'on a quand même des filles d'un très bon niveau qui arrivent à sortir dans la dernière heure de course. On a l'impression que du côté du AE, on est un peu passé à côté en termes de stratégie, parce que c'est des filles qu'on aurait dû beaucoup plus contrôler. Il n'y avait peut-être pas 150 noms qu'il fallait cibler, mais autant il n'y avait pas forcément d'intérêt à rouler derrière une Juliette Labousse. Par contre, rouler derrière Roy Akers, là, il y avait beaucoup d'intérêt, et je pense qu'on a un peu raté le coche. Alors même si on a roulé fort sur la fin, sans l'aide des Movistar, car on avait mis Liam Lippert devant, ce qui permettait à l'équipe espagnole de ne pas être dans l'obligation de le rouler, notamment du côté de Marlene Reusser, eh bien on a perdu du temps, et ce qui fait qu'on remet une fille dans la bagarre pour le classement général, parce que c'est vrai que Roy Akers avait disparu un petit peu de ce classement général avec l'étape d'hier, où les deux Alpecin avaient perdu beaucoup de temps, mais là elle a repris 1 minute 20, donc là c'est plutôt la bonne opération du jour, même si par rapport à l'étape d'hier il y a encore 15 secondes de débours, je crois, de tête. Bon, Van Nistelrooy, elle n'avait pas la capacité de suivre les deux filles de tête, ça allait trop vite pour elle. Ça reste quand même une belle journée avec une belle 3ème place du côté de la Lidl Trek, du côté de cette étape. Et puis ensuite on retrouve Smulders, Lieke Nooyen, je pense que je prononce un peu mieux, Nooyen, je crois qu'on m'a dit de dire, enfin je sais plus, on me l'a marqué dans les commentaires, mais j'ai oublié. Faut savoir que comme on est en période de Tour de France, c'est quand même pas mal de commentaires sur les vidéos, donc des fois j'oublie un petit peu ce qu'on m'a marqué. Bon, on m'avait indiqué la prononciation de Lieke Nooyen. Belle étape du côté de la concurrente de la Visma qui ressort encore un petit peu dans le final. Elle fait pour le moment un très très bon Giro, cette jeune femme. Donc je vais la suivre, parce que c'est pas forcément une fille que je connaissais énormément pour le moment, mais là je vais la suivre parce que je trouve qu'elle a fait un bon chrono. Puis là elle fait pour le moment une belle course de 3 semaines devant Sarah Van Damme, Juliette Labousse, bon, qu'on a un peu plus vu aujourd'hui. Moi je suis quand même pas rassuré sur l'état de forme de Juliette Labousse, parce que dans l'échappée, quand Liam Lippert accélère, en gros elle n'arrive pas à changer de rythme. C'est-à-dire qu'elle suit son tempo, mais elle n'arrive pas à... Alors je sais bien que c'est Juliette Labousse, c'est pas la plus grande puncheuse du monde, mais là vraiment j'ai été scotché par le fait de me dire il n'y a pas de puissance, elle n'arrive pas à changer de rythme. C'est-à-dire qu'elle est bloquée sur un tempo, et elle n'arrive pas à changer de tempo, ce qui veut souvent dire que tu n'es pas au top de ta forme quand tu es dans ce genre de situation. Et là c'est un petit peu dommageable. Et puis Allround, Longo Borghini, Valcotti, Evita Music, Marlene Reusser finit dans ce peloton à 1 minute 24, n'a pas pris de carton, avec Van der Breggen qui aurait peut-être eu intérêt quand même à rouler un peu plus, et surtout à faire essayer de travailler les Canyon SRAM, d'autres formations, parce que c'est vrai que Anna Van der Breggen, on a fait rouler un peu la SD Works, mais pas énormément. Il aurait fallu un petit peu d'aide, notamment de la part, pourquoi pas, de la Edge Endurance,
parce qu'il y avait encore Zygarde, Giganti également dans ce groupe-là. On a quand même perdu notamment les petites jeunes qui n'ont pas résisté à cette étape aujourd'hui. Donc là, voilà, il y a eu un petit peu de perte de temps chez certaines jeunes femmes. On y reviendra dans le classement général. Kopecky n'a pas pris le départ pour se préparer pour le Tour de France. De toute façon, il n'était pas vraiment au top de sa force. Et puis, on a perdu Brause, par exemple, du côté de la Ceratizzi, au Georgia Baker, qui était tombé violemment hier au moment sur un trottoir en essayant de remonter le peloton. Marlène Reusser toujours en tête avec 16 secondes d'avance sur Longo Borghini. Van der Breggen à 1,53 devant Roy Ekers qui revient dans le match à 2 minutes. On retrouve ensuite Catherine Alrout, Giganti, Niedermayer, Kastelein et là avec Holmgren, voilà, et Zygarde. Et on peut voir parmi les filles qui ont perdu du temps Sylvia Persico et surtout notre Belge de Schreper, la jeune Belge Gensurance qui a perdu un gros quart d'heure aujourd'hui. Trinka Colonel également a été en difficulté, comme Dilixine Miermont, voilà, qui perd 17 places du côté du classement général. Le maillot vert détenu par Vibus, toujours avec pas mal d'avance pour le moment, quasiment 30 points d'avance, 29 points d'avance sur Anna Anderson. On retrouve ensuite Longo Borghini, Reusser, Lippert. Du côté du classement de la montagne, Giganti a pris quelques points encore aujourd'hui, mais Ostolazza n'est pas très loin, 4 points seulement d'écart entre les deux. Ça peut être le match dans l'étape de dimanche notamment, où il y aura encore quelques points à récupérer, pas mal de points même à récupérer. Longo Borghini et Vita Music complètent ce top 5 avec Shirin Van Androoy. Le maillot blanc, Niedermayer et maintenant Holmgren, ça risque d'être un match à 2. Pour le podium, on retrouve Schladonova et Reinut devant Tcherboko, et donc c'est Laure de Schreper qui fait la mauvaise opération du jour. Et puis le classement par équipe emmené par la Gensurance pour le moment devant la Lidl Trek, la Phoenix de Koninck. On voit quand même de manière assez surprenante la SD Works n'est que 9ème, juste derrière la Movistar du côté de ce classement par équipe. Et pour Christina Alrund, c'est pas l'idéal, hein, voiture positionnée en 13e position dans son peloton, donc ça c'est loin d'être avantageux. Et puis la EF qui est passée complètement à côté de sa course. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la FDJ Suez, forcément on est en France, qui a eu une course difficile. La EF Education Hotly a quand même eu une semaine de compétition pour le moment extrêmement complexe. Demain, grosse arrivée au sommet avec le Monte Nerone. On aura la Forchetta du côté de cette journée. La montée de Moria également. Et puis le Passo La Croce qui est dur dans ces derniers kilomètres. Donc la Forchetta et le Monte Nerone. Avec plus on monte, plus c'est dur de Monte Nerone, avec un dernier kilomètre extrêmement difficile, un passage entre le kilomètre 11 et le kilomètre 12 à 10,2% de moyenne sur le kilomètre. Donc voilà, c'est une montée qui est très difficile, le Monte Nerone. Et puis surtout, ensuite, il y aura l'étape de dimanche, encore une fois, du côté de l'autodromo Enzo et Dino Ferrari. Et avec les côtes bien connues de la part de notre ami Julien Alaphilippe, qui avait bien aimé ce parcours. Et on se souvient également que l'an dernier, Kevin Vauquelin avait remporté l'étape de Bologne qui passait par Imola. Et on passait également par ces petites bosses du côté d'Imola. Donc avec un parcours très intéressant qui va prendre... on va rouler à l'intérieur du circuit de Formule 1. Donc c'est toujours atypique de rouler sur un circuit de Formule 1. Surtout le circuit de Formule 1 d'Imola, il n'est pas tout plat. Alors je ne sais pas dans quel sens on va le prendre. Normalement on le prend dans le sens... on part de la chicane. Ensuite on remonte vers le virage, la courbe à Villeneuve. Et puis ensuite on va vers la Tamburello où Senna est mort, pour ensuite aller vers la ligne des stands. Et normalement on ressort du circuit un petit peu après la ligne des stands, si c'est comme au moment des championnats du monde. Mais là je ne sais pas si on fera de la même manière du côté de ce circuit Enzo et Dino Ferrari. Donc ça sera
dimanche, et vous voyez qu'il y aura encore pas mal de points au classement de la montagne à aller récupérer tout au long de la journée. Et bien voilà, je crois que nous avons fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao!